À quoi de neuf, les parieurs? C'est Patrick de Vetted. Aujourd'hui, nous allons discuter de ceci. Il semblerait que de nouvelles informations aient été révélées indiquant que l'affaire Travis Walton était un canular entièrement mis en scène. Ouais, c'est tout à fait ça. Mike Rogers, le beau-frère de Travis Walton, celui-là même qui se trouvait avec lui le soir de son prétendu enlèvement, serait en train de déclarer que toute cette histoire n'est qu'une supercherie et qu'elle aurait été entièrement orchestrée par Travis lui-même et par son propre frère. Quoi? Qu'est-ce que tu en as pensé, Mike, quand tu as vu tout ça? D'où? Regarder la foudre tomber et l'atteindre. Eh bien, tous les gars ont décrit cette chose qui l'a frappé comme étant un éclair d'énergie très puissant, une flamme bleue. Elle a été décrite de plusieurs façons par les gars qui étaient là. Quand ça l'a frappé, ça a été suffisamment puissant pour le faire reculer. Je veux dire, c'était comme il l'a dit, comme une véritable explosion qui se déclenchait juste devant lui. Parti pourquoi? Alors, chers parieurs, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement, les amis. Sa parole, à la zone. Chers parieurs, de quoi va-t-on parler dans la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, il semblerait qu'il y ait eu une mise à jour assez conséquente, potentiellement. Tout dépend de la façon dont on perçoit la situation. De graves allégations ont été faites contre Travis Walton, n'est-ce pas? Le célèbre Travis Walton et son affaire d'enlèvement par un ovni. Et j'ai toutes les informations. Donc, l'un des témoins qui était présent, lorsque tout cela s'est produit, s'est manifesté avec une révélation absolument fracassante concernant Travis Walton et Mike Rogers. Maintenant, avant d'aborder cette nouvelle absolument fracassante concernant Travis Walton et l'affaire de son enlèvement présumé, voici un bref rappel de son histoire incroyable. Le soir du 5 novembre 1975, dans l'épaisse forêt de pines de la forêt nationale Apache Seth Greaves en Arizona, près de Heber, le bûcheron Travis Walton, âgé de 22 ans, achevait une longue journée de travail avec son équipe de 6 hommes. Alors que le soleil se couchait et que le groupe ramenait leur camion sur une route forestière isolée vers la maison, ils aperçurent quelque chose d'extraordinaire, un grand objet lumineux planant silencieusement au-dessus des arbres, émettant une étrange lumière pulsante. Curieux et sans peur, Travis sauta du camion et s'approcha de l'engin à pied, pendant que ses collègues regardaient depuis le véhicule. Selon le témoignage de l'équipage, un faisceau lumineux d'un bleu-vert éclatant et intense a jailli subitement de l'objet, frappant Travis en pleine poitrine ou au haut du corps. La puissance de l'impact l'a soulevé du sol pendant un court instant avant de le projeter violemment en arrière sur le chemin de terre où il est resté étendu, inerte. Quand je me suis levé, à peu près à cet endroit, je me suis accroupi derrière une bûche et j'ai pu entendre un son qui en provenait. C'était une sorte un son mécanique très étrange. Et je me débattais un peu avec l'idée d'être si près de ça. Je m'attendais à ce que ça décolle, vous savez, et en courant jusqu'ici, je me suis dit que c'était ma dernière chance de voir cette chose de si près. Mais j'ai décidé que je ferais mieux de foutre le camp d'ici. Et alors que je me relevais et me tournais pour partir, j'ai ressenti ce choc paralysant et j'ai perdu connaissance. Les gars dans lequel un camion ont dit qu'ils ont vu un faisceau lumineux éclatant sortir du bas de l'engin. Il m'a frappé à la tête et à la poitrine, me projetant en l'air. Croyant qu'il était mort ou gravement blessé et terrifié par ce qu'il venait de voir, les autres bûcherons ont paniqué, ont appuyé à fond sur l'accélérateur et sont partis en vitesse chercher de l'aide. Quand ils sont revenus quelques minutes plus tard avec des renforts, Travis avait disparu. Pas de corps, pas de sang et aucune trace. Une vaste opération de recherche impliquant la police, des hélicoptères, des pisteurs et des bénévoles a ratissé la forêt accidentée pendant plusieurs jours, mais il avait disparu sans la moindre explication. Parti pourquoi? C'était la panique totale. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. On avait tous vraiment très peur. Tu as déjà pensé à aller chercher Travis? Ouais. Après être parti, je conduisais le camion. Et après avoir parcouru environ un quart de mile, alors je réfléchissais et j'ai eu le temps de réfléchir, de m'arrêter sur ce que vous savez, ce que j'avais fait. Ouais, après une sorte de discussion hystérique entre nous. Qu'est-ce qui s'est réellement passé quand vous êtes retourné sur les lieux? Et l'OVNI, lui non plus, n'était pas là. Et non, c'était pas.
L'équipage a été confronté à une suspicion extrêmement forte. Certains sont allés jusqu'à les accuser de meurtre et d'avoir entièrement fabriqué une histoire d'OVNI complètement folle pour masquer la vérité. D'autant plus que le contrat d'exploitation forestière avait une échéance très serrée et des pénalités financières potentielles qui planaient. Puis, 5 jours et 6 heures plus tard, dans la nuit du 10 novembre, Travis réapparut, désorienté, déshydraté et complètement hébété. Il a appelé sa sœur depuis une cabine téléphonique dans une ville voisine, affirmant avoir été emmené à bord d'un vaisseau extraterrestre. Lors de séances d'hypnose et d'entretiens subséquents, il a raconté s'être réveillé au sein d'une pièce de forme métallique incurvée, avec une saveur métallique amère et persistante dans sa bouche. Il a fait la rencontre de petits êtres humanoïdes de couleur grisâtre, possédant de grands yeux et une peau d'une douceur comparable à celle de la guimauve, qui l'ont examiné en silence. Pris de panique, il s'est défendu, saisissant un étrange objet qui ressemblait à un casque ou à un outil. Finalement, il fut emmené vers une autre zone où il aperçut une silhouette plus grande, plus humanoïde, vêtue d'un costume avant d'être ramené et déposé le long d'une autoroute à une quinzaine ou une vingtaine de miles du lieu initial. Lorsque ses compagnons sont revenus sur les lieux, ils n'ont trouvé aucune trace de Travis. Il affirme qu'il a perdu connaissance et s'est réveillé dans une pièce étrange. Je n'ai pas repris connaissance très rapidement, j'étais très groggy et j'avais énormément de douleurs, mais quand j'ai enfin pu faire la mise au point avec mes yeux, j'ai vu ces créatures se tenir au-dessus de moi, ce qui m'a immédiatement fait paniquer. J'étais vraiment hystérique. Je leur criais toutes sortes de choses. Elles ont commencé à s'approcher de moi et j'ai attrapé un objet sur la table là-bas et je les ai frappées et elles se sont arrêtées. Ils ont juste tendu les mains comme ça vers moi et puis ils se sont retournés et ont quitté la pièce. Elle avait peur qu'ils reviennent, alors j'allais essayer de trouver un moyen de m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Je crois que je pensais être encore, vous savez, ou que l'engin était encore ici dans les bois, mais je suis allé chercher une sortie. Je suis entré dans une autre pièce et alors que je cherchais une issue, un autre être est entré et c'était une personne d'apparence très humaine. Alors, je vais sortir de cet engin spatial qui semblait être stationné à l'intérieur d'une sorte de bâtiment plus grand ou bien d'un vaisseau encore plus imposant. Il m'a simplement emmené directement de là, le long d'un couloir menant à une pièce où se trouvaient d'autres individus qui avaient exactement son apparence. Le small face masque sur le visage. C'était un peu comme un masque à oxygène, mais il n'y avait aucun tuyau branché dessus. Ils l'ont posé sur mon visage et c'est la dernière chose dont je me souviens. Moi, j'ai juste perdu connaissance. Travis Walton raconte que l'incident s'est terminé 4 jours plus tard, quand il s'est retrouvé allongé au bord d'une route non loin de là. Cette affaire est remarquable car les 7 hommes, y compris Travis, auraient tous réussi les tests polygraphiques concernant leur récit de l'observation et des événements. Et ça, on sait ça. Et effectivement, vu quelque chose qu'ils prenaient pour un ovni, et c'est précisément ce que le polygraphe a prouvé, qu'ils avaient bel et bien vu quelque chose. Cependant, il ne détermine pas qu'il y avait réellement un ovni. Il a seulement établi qu'ils avaient vu quelque chose qu'ils croyaient être un ovni. Gilson a déclaré que 5 des 6 tests ont montré de manière concluante que les hommes disaient la vérité. Le 6e était non concluant. Il a inspiré le film de 1993, Fire in the Sky, qui a dramatisé l'expérience d'enlèvement. À ce jour, l'histoire de Travis Walton reste l'une des plus célèbres et des plus âprement débattues de l'histoire des ovnis, ses partisans citant les multiples témoins et les témoignages cohérents. Il se trouvait à bord d'une sorte d'engin et il a eu un contact avec des êtres de 2 espèces différentes, ou plutôt deux types de personnes distincts, et ils étaient très semblables à des êtres humains. Et ils n'ont pas prononcé le moindre mot, aucun contact, que ce soit physique ou mental. Ils n'ont pas eu, non, absolument aucune conversation. Alors que les sceptiques soulignent des motifs potentiels, des incohérences ou des explications alternatives pour ce qui s'est réellement passé cette nuit de novembre 1975. Tu sais, il y a des gens dans cette ville qui ne croient pas ton histoire. Ouais, mais ils ne me le disent pas directement en face. Comment leur réponds-tu? Je tiens à ce qu'on me croie, car c'est ma réputation, et cela reflète l'attitude des gens envers moi tout au long de mon existence. Quand il a été percuté par cette chose, eh bien, nous sommes partis en vitesse. Nous avons remonté la route par ici. C'est la question. Pourquoi t'es parti? Je crois que si tu avais été là, tu en aurais eu pleinement conscience. Nous sommes partis parce que c'était juste...
C'était vraiment un événement, vous savez, je ne sais pas comment l'expliquer, c'était juste très effrayant et voir Travis se faire renverser de cette manière par quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant et je suppose qu'on pourrait simplement appeler ça la peur de l'inconnu. Voilà l'histoire, encore une fois. Que vous y croyez ou non, c'est votre affaire. Ce qu'ils ont vu dans cette clairière était, pour eux, un ovni. Bon, maintenant que nous sommes à jour avec l'histoire de Travis et avant d'arriver à cette mise à jour explosive, je dois garder les micros ouverts pour vous tous. Alors, permettez-moi de vous présenter le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Proton Mail. Permettez-moi de vous poser une question un instant. De nombreux grands fournisseurs de services de messagerie technologique affirment que leur service est gratuit. Mais l'est-il réellement? Car dans la plupart des cas, vous ne payez pas avec de l'argent. Vous payez avec vos données, vos emails, votre comportement, les choses sur lesquelles vous cliquez et celles auxquelles vous vous inscrivez. Tout cela peut être collecté, analysé et parfois même monétisé. Et quand on y pense, l'email est l'une des parties les plus personnelles de votre vie numérique. C'est là que se trouvent vos identifiants bancaires, vos conversations privées, vos messages professionnels, vos reçus, absolument tout. La véritable question est donc la suivante. Et si votre courrier électronique pouvait être réellement privé? C'est là que Proton Mail intervient. Proton Mail a été conçu dès le départ en mettant la confidentialité au cœur de ses préoccupations, avec un chiffrement de bout en bout qui sécurise vos messages d'une manière telle que même Proton ne peut pas les lire. Vous disposez aussi de puissants filtres anti-spam pour garder votre boîte de réception propre. Et il n'y a pas de pub, pas de suivi, ni d'entreprise qui scanne vos emails. C'est juste un email. Simple, confidentiel et véritablement le vôtre qui vous appartient. Si la protection de votre vie privée numérique vous importe, ne serait-ce qu'un tout petit peu, alors Proton Mail mérite absolument d'être découvert et essayé. Vous pouvez commencer à l'utiliser de manière entièrement gratuite et utiliser mon lien personnel proton.me vetted dès maintenant. Vous pourrez retrouver toutes les informations pertinentes dans la description située juste en dessous de cette vidéo. Très bien, alors abordons sans plus attendre cette incroyable révélation. Il y avait en effet plusieurs personnes présentes avec Travis Walton, n'est-ce pas, au moment exact de son enlèvement, d'accord? Passons en revue tout l'équipage qui était présent ce soir-là. Il y avait Alan Dallas, Kenneth Peterson, Mike Rogers, Dwayne Smith et John Goulette, et bien sûr Travis Walton et un dernier nom, Steve Pierce. Et quel âge aviez-vous à ce moment-là, précisément? 17. Alors, vous étiez le plus jeune, le Benjamin de tout le groupe? Oui, madame. Mike pensait que j'avais 18 ans. Mais je... Et c'est comme ça que vous avez obtenu ce poste. Il fallait avoir 18 ans. Steve Pierce a récemment fait une publication sur Facebook et je pense que vous allez trouver ça très intéressant. Maintenant, je tiens à remercier Astral sur X d'avoir apporté cela à mon attention. Je n'en avais pas du tout entendu parler, alors je vais mettre un lien dans la description de ce message pour que vous puissiez le lire par vous-même. Un peu, mais un grand bravo à Astral. Allez le suivre sur X. Bon, voici le post en question. Maintenant, préparez-vous, d'accord? Je ne veux pas que vous soyez choqués. Si vous croyez vraiment à l'histoire de Travis Walton, cela pourrait vous heurter profondément. Il y a en effet de nombreuses choses qu'une personne peut choisir de garder secrètes, beaucoup de vérités sombres dont on ne parle jamais ou qu'on n'admettra jamais, et inévitablement, ces individus finissent par emporter ces vérités cachées avec eux dans la tombe. Il y a des choses qui étaient destinées à demeurer secrètes et d'autres qui doivent être partagées, peu importe à quel point elles peuvent sembler laides. Lorsqu'une vérité est destinée à être connue, elle finit toujours par trouver le moyen de se révéler. Le décès de Mike Rogers a enfin permis de dévoiler la vérité cachée derrière l'affaire Fire in the Sky et ce qui est véritablement arrivé à Travis. Sur son lit de mort, ses ultimes paroles ont mis en lumière la sombre réalité qui a alimenté d'innombrables spéculations durant de si nombreuses années. Il a révélé que l'enlèvement n'était en réalité qu'une supercherie entièrement mise en scène. Outre cette mise en scène a été entièrement orchestrée dans les esprits perturbés de Mike et Travis. Ce complot horrible visant à gagner en popularité a ruiné l'existence de tant de personnes qui y ont été impliquées. Quant à moi, j'ai dû faire face aux terribles répercussions de tout cela pendant de très nombreuses années. Cela a détruit ma vie et celle de tous mes proches depuis que j'avais seulement 17 ans. J'ai vécu avec l'horreur de ce dont j'ai été témoin cette nuit-là au cœur des bois. Cela m'a hanté, imprégnant chaque aspect de mon existence. J'ai enduré ce chaos tumultueux jour après jour sans répit. Toute ma vie a gravité autour de Fire in the Sky et d'apprendre enfin avec une validation incontestable que tout cela n'était qu'un canular m'a précipité sur le chemin de la dévastation la plus absolue. Comment Mike et Travis osent-ils vivre avec ce secret toutes ces années, sachant les ravages que cela a causé dans la vie de toutes les personnes impliquées, sans même parler du public?
Ce mensonge est d'une ampleur absolument colossale. Comment ose Travis gagner en popularité et des gains financiers aux dépens de moi-même et de quelques autres? Il n'est rien d'autre qu'un menteur, un imposteur, un charlatan, un voleur, un être humain abominable. Peut-être que Mike a dû avouer pour enfin trouver la paix. Mais je vous le demande, qu'en est-il de ma paix? Ma paix m'a été dérobée et je n'ai jamais rien connu d'autre dans ma vie. J'ai perdu tout ce que j'ai jamais possédé car je n'ai pas pu surmonter le traumatisme que cela m'a infligé. John est mort en croyant que tout cela était vrai. Lui aussi a vécu avec ce traumatisme sans jamais savoir ce qui était réel. J'espère qu'il repose maintenant en paix. Quant à Mike, tu as énormément de comptes à rendre. Et en ce qui concerne Travis, ton jour de vérité approche à grands pas. Et ça, c'est une chose que je garderai secrète jusqu'à ma mort. Wow. Donc, je le répète, il s'agit de Steve Pierce, qui était présent cette nuit-là aux côtés de Travis Walton et qui affirme que Mike Rogers et Travis Walton ont entièrement orchestré toute cette histoire. Ils auraient donc également trompé leurs propres amis. C'est absolument insensé, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ont soupçonné pas mal de choses, mais personne du groupe n'est jamais venu s'exprimer pour dire quoi que ce soit de tel. En fait, ils se sont toujours tenus à leur version des faits, n'est-ce pas? C'était un peu tout le principe de l'affaire. Apparemment, ils avaient, vous savez, tous réussi des tests de détecteurs de mensonges à l'époque et vous savez, tout le monde sauf une seule personne, n'est-ce pas? C'est juste très étrange, n'est-ce pas? Tout ça. Alors, je ne sais pas, n'est-ce pas? On raconte que Mike Rogers, sur son lit de mort, aurait avoué « Hey, tout ça n'était qu'un canular, ça n'était pas réel, n'est-ce pas? » Et c'est le personnage de Robert Patrick dans le film Fire in the Sky, vous savez, son meilleur ami, n'est-ce pas? Donc, lui et Travis se sont mis d'accord pour fabriquer toute cette histoire pour la monter de toutes pièces. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ont toujours été sceptiques à propos de ce récit, vous allez immédiatement vous dire « Je vous l'avais bien dit ». Je le savais, vous savez, ça a du sens. Mais pour ceux d'entre vous qui y croient, vous pourriez dire « Ah, il ment ». Vous savez, ce genre de choses. Je ne sais pas. Moi, personnellement, Phénomène, ce film, vous savez, c'est un de mes films d'OVNI préférés et ce film m'a marqué pendant si longtemps en tant que, vous savez, jeune adulte. Quand il est sorti en 93, j'étais adolescent. Ça m'a vraiment beaucoup marqué, tu sais. Ouais, je n'oublierai jamais la scène de l'enlèvement quand il est allongé sur la table et que cette chose blanche lui recouvre entièrement le visage. Genre, c'est fou. Je ne sais pas. C'est complètement dingue. Et je connais des gens qui connaissent Travis Walton. Ils disent que c'est un type formidable. Beaucoup de gens ont estimé qu'il était quelqu'un de très sincère et d'authentique. Donc, il sera très intéressant d'entendre sa réaction à tout cela, n'est-ce pas? Parce que ça a toujours été, eh bien, ces individus sont tout à fait crédibles. Et alors, sont-ils encore Est-ce que Steve Pierce est toujours aussi crédible maintenant qu'il nous raconte une version différente des faits? Y aurait-il une quelconque motivation pour que Steve Pierce invente purement et simplement tout cela? Qu'est-ce qui est le plus probable? Que Travis Walton ait réellement été enlevé par des extraterrestres ou qu'ils aient monté un canular de toutes pièces? Maintenant, il y a aussi quelque chose d'autre qu'Astral sur X a déniché et qui m'a vraiment interpellé. Et après avoir creusé un peu la question, j'ai découvert que il y avait ce concours organisé par le National Enquirer à l'époque, offrant 100 000 $, n'est-ce pas, pour toute affaire d'OVNI. Et certaines personnes affirment que Travis et, vous savez, Mike cherchaient d'obtenir cet argent, n'est-ce pas? Alors, ils auraient orchestré cette prétendue abduction par un OVNI et, vous savez, ils tendaient désespérément de s'emparer de cet argent. Les gens disent, eh bien, c'est complètement faux, ils ne s'impliqueraient jamais dans une telle histoire. Mais pourtant, ils l'ont fait. Et en fait, ils ont bel et bien pris de l'argent du National Enquirer. Non, ce n'était pas les 100 000 $. Ils ont pris 5 000 $ du National Enquirer pour cette histoire-là. Ils n'ont pas réussi les tests polygraphiques. Donc, il semblerait qu'ils aient passé plusieurs tests polygraphiques et celui-ci, concernant le National Enquirer, ils n'ont pas pu le réussir et ils ont obtenu 5 000 $. Ils ont eu Travis Walton a reçu 2500 et le reste de l'équipage a eu les autres 2500 parce que, vous savez, c'est Travis Walton qui a été enlevé. Le National Enquirer a toujours montré un vif intérêt pour les ovnis et la vente de journaux. Ils ont demandé à Walton de passer un test polygraphique et ont fait appel au service de Jack McCarthy. J'ai reçu un appel chez moi me demandant de me rendre à l'hôtel Sheraton de Scottsdale et de ne dire à personne où j'allais. Point. Et bien naturellement, j'ai prévenu ma femme et j'ai pris mon équipement portable et je suis parti pour l'hôtel. Un détecteur de mensonges est utilisé pour déterminer si une personne dit la vérité en mesurant son rythme cardiaque, sa respiration et sa tension artérielle. Cependant, certains experts doutent de sa fiabilité, mais après 2 heures d'interrogatoire et d'enregistrement des réactions, McCarthy pensait avoir la réponse.
Lorsque j'ai achevé mes examens, après avoir attentivement lu mes relevés, j'ai exprimé mon opinion aux journalistes du National Enquirer, leur indiquant que ces relevés étaient trompeurs et que, selon mon avis, ils tentaient de perpétrer une supercherie concernant les ovnis. Eh bien, la pièce a explosé. Je pensais que son frère Dwayne allait me jeter du balcon. Il était furieux comme un taureau, affirmant que son frère ne mentirait jamais. Et ses graphiques étaient très très clairs, évidemment trompeurs. Avant que l'examen ne commence, les journalistes du National Enquirer, j'avais omis de le mentionner, m'avaient demandé si j'aurais la moindre objection, bien à l'avance, à ce que des clichés soient pris de mes graphiques, de l'équipement et de ma personne après la fin de l'examen. J'ai répondu non, absolument aucun problème. Eh bien, une fois que j'eus rendu mon avis, les photographies furent complètement oubliées. Ils n'avaient plus le moindre intérêt pour ces images. Mais ce qu'ils ont fait, ils sont allés dans une pièce voisine et ont préparé un petit formulaire à me faire signer, m'ont demandé de le signer stipulant que je ne révélerais pas où j'avais été ce jour-là, que je ne dirais absolument rien de cet examen et ainsi de suite. Travis Walton affirme qu'il a échoué au test parce qu'il était excessivement nerveux à cause de sa récente rencontre rapprochée avec des extraterrestres. En dépit de son affirmation d'être excessivement nerveux, ses réactions enregistrées sur le graphique constituent en elles-mêmes un démenti formel à cette allégation. Il n'était absolument pas excessivement nerveux. Ses réactions étaient tout à fait normales. Elles se sont avérées très trompeuses. Et à mon humble avis, il était en train de mentir et n'a absolument pas fait de voyage en ovni. Malgré la controverse, le National Enquirer a remis aux travailleurs forestiers le prix de la rencontre ovni de l'année avec des chèques d'une valeur totale de $5,000. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de deviner qui n'apparaît pas sur cette photo. Steve Pierce. Alors, je ne sais pas vraiment quoi en penser. À vous d'en tirer les conclusions que vous souhaitez. Peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas en faire partie. Il n'était qu'un enfant à ce moment-là. Alors peut-être qu'il était juste, vous savez, on ne lui a pas permis d'y participer. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a soupçonné quelque chose durant cette période-là. Je ne sais pas. C'est vraiment très intéressant. Bon, ce qui est également intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois que Mike Rogers s'exprime publiquement pour dire que tout cela n'était qu'un canular. Pour wait for the recherche, oui, cette vidéo, je me suis dit, quoi, dans quelques années, d'autres appels téléphoniques est sorti prétendument de Mike Rogers parlant à ce cinéaste et révélant des informations sur un appel et il a été rendu public. Regardez ça. Tout ce dont je peux me souvenir, genre, c'est que on était en train de discuter dans les bois un jour, Travis et moi. Et je me souviens très clairement d'avoir laissé une tronçonneuse, vous savez, posée là sur une vieille souche, d'accord? Lui, il avait une scie et il l'a prise parce que moi, je ne sais pas du tout comment l'OVNI est arrivé là, d'accord? Mais je me souviens que quand je conduisais le camion et qu'il a sauté, c'était tout prémédité. C'était une mise en scène, d'accord? Et il a couru là-haut et il y avait quelque chose à propos de l'OVNI qui n'était pas réel, bien que ça ait eu l'air réel. Alors, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que toi et Travis, vous êtes à un CMCC. Et j'ai fait ce canular. Oui, ce que je veux dire, c'est que le frère de Travis, Blaine, lui a donné un coup de main. Je crois vraiment ça. J'ai en fait soupçonné que Blaine en faisait partie. Je veux dire, il était son protecteur et il disait des choses étranges lors de cette interview en Pennsylvanie. Je n'ai rien, je m'en fiche complètement. Je sais, c'était vraiment très bizarre. Vous savez, et j'ai toujours pensé qu'il essayait juste de, comment diriez-vous? C'est forcé de se convaincre que son frère allait bien. Alors, tout ça, c'était en 2021, si je me souviens bien. Et bien sûr, Mike Rogers est apparu juste après et a tenté de affirmer que c'était des conneries. Il m'a passé un coup de fil un jour. Ah, je veux dire, et puis lui, tu sais, après qu'il m'ait envoyé ce courriel et il m'a dit qu'il voulait me parler, tu sais, en face à face, j'ai répondu, d'accord, je n'avais absolument aucune idée qu'il m'enregistrait, d'accord? Maintenant, quoi que vous ayez pu entendre, quoi que ce soit qui circule, soi-disant que je l'aurais dit, je peux vous assurer que tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bien parlé à ce type, mais je n'ai absolument pas prononcé ces choses-là.
Donc, il affirme avoir parlé à cette personne, mais il prétend n'avoir jamais prononcé ces paroles, n'est-ce pas? Et il y a également d'autres points de désaccord, d'autres incohérences dans son récit. Il soutient que c'est l'autre homme qui l'a appelé, alors que le réalisateur du film affirme que ce n'est pas du tout ce qui s'est produit, que c'est Mike qui l'a contacté, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, Mike insiste sur le fait que tout cela a été, en substance, manipulé numériquement. Vous savez, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je lui ai dit, évidemment, parce que je ne l'ai pas enregistré, vous savez. Mais lui, il l'a évidemment fait et il l'a manipulé depuis ce moment-là. Je veux dire, ça... Alors, Ryan Gordon, le cinéaste qui a enregistré cet appel téléphonique, il a également fait une apparition et donné une interview pour en quelque sorte dissiper certains de ces mythes, n'est-ce pas, selon lesquels il aurait manipulé numériquement cet appel et il tentait de clarifier. Non, Mike Rogers a bel et bien prononcé ces mots. Et il est apparu dans cette émission avec Erica Lucas, d'accord. Cela remonte également à plusieurs années. Et il avait une opportunité potentielle de parler à Mike et il devait en quelque sorte débattre ou du moins en discuter, n'est-ce pas, sur ce podcast. Et bien sûr, Mike a en quelque sorte planté le podcast et Ryan a été laissé pour se défendre. Donc Mike est passé en premier. Il devait rester avec Ryan et puis Mike est parti en quelque sorte. C'était vraiment douloureux de simplement rester assis là et d'écouter tout ça. Et bien sûr, j'aurais tellement souhaité que Mike soit resté dans les parages, qu'il ait eu le courage de débattre avec moi quand cette situation... Et je trouve ça intéressant qu'il n'ait pas voulu affronter la personne qui, selon lui, avait manipulé numériquement la conversation. Et il s'avère, en écoutant cette interview, que Ryan, lui, est venu avec des preuves. Je dirais comme ça, de but en blanc, c'était le 23 avril. Donc, trois mois à peu près. Et le jour suivant, Mike et moi avions passé de longues heures au téléphone. Mike était au courant et j'ai enregistré me disant que j'avais la permission d'enregistrer toutes nos interactions avec lui. Je pense que c'est un point important ici. La raison en est que j'étais en train de travailler avec Travis Walton pour vendre un remake de son émission Fire in the Sky. Alors, voilà la situation. Et comme Mike l'a mentionné dans cette autre entrevue, n'est-ce pas, il ignorait totalement qu'il était en train d'être enregistré. Or, Ryan, lui, tente de faire comprendre. Nous avions déjà discuté de cela, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, une autre divergence de la part de Mike Rogers. Et puis, vous savez, ce type, Ryan, a présenté de nombreuses preuves et documents. Elle les a fait confirmer par l'animateur de l'émission qu'il leur avait bel et bien envoyé toutes ces choses, n'est-ce pas? Et l'histoire ne s'arrête pas là. Le jour même du 30, date à laquelle cet appel a été enregistré, j'avais déjà passé environ 6 heures à peu près au téléphone avec Mike. Il m'envoyait des SMS fréquemment. J'ai partagé beaucoup de ces messages textes avec vous. Il m'a envoyé un message juste avant 7 heures du soir le 30 me disant qu'il avait un secret qu'il voulait me chuchoter à l'oreille et que je lui dirais, je lui ai dit que j'appellerais dès que je pourrais. Vous avez tous les deux des copies de ces messages textes et j'espère que, encore une fois, si je vous demande continuellement d'affirmer que nous n'avons pas de moyen de les montrer, n'est-ce pas, est-ce exact? Oui, qu'il me dit qu'il a un secret, qu'il veut me chuchoter à l'oreille. Oui, non, nous les avons vus, ces messages et ces textes, oui. Alors, il envoie un message à Ryan et lui dit « Hey, j'ai un secret à te chuchoter » ou peu importe la façon dont elle l'a formulé, n'est-ce pas? Un secret à raconter à Ryan, c'est ça? Et puis, il finit par l'appeler parce qu'il s'impatiente. Quoi? Le secret, c'était en fait ce que vous avez tous entendu lors de cet appel téléphonique. Alors, pendant que je conduisais, je lui disais de patienter un instant. Je vais vous montrer quelque chose ici. Vous allez voir, je porte ma montre à ma main droite. C'est l'Apple Watch qui a enregistré cet appel. Mon iPhone. Alors, je me range sur le bord de la route pour ne pas avoir d'ennui avec la police, pour avoir parlé et conduit en même temps. Et je dis à Mike, attends un instant. Et quand je me suis arrêté, je dis, d'accord, reprends le fil de ton histoire là où tu t'étais arrêté. Et il commence immédiatement avec ce dont je me souviens, tout ce que je peux me rappeler. Alors, Ryan est en train de donner un peu de contexte sur la façon dont l'appel téléphonique a eu lieu, ce qui s'est précisément passé parce que Mike était en train de complètement modifier son récit, n'est-ce pas? Il prétend que Ryan l'a appelé. Ce n'est pas vrai. Mike a appelé Ryan, n'est-ce pas? Mike dit qu'il ne savait pas qu'il était enregistré et Ryan a montré des preuves qu'il savait qu'il était enregistré, n'est-ce pas? Et puis il a essayé de dire que c'était manipulé numériquement à cause de la façon dont l'enregistrement audio commence, mais c'est à cause de la façon dont ça s'est passé, n'est-ce pas?
Ryan est au volant de sa voiture. Elle n'a pas le droit de parler au téléphone en conduisant dans cet endroit précis, alors il se range sur le côté. Il utilise son Apple Watch et puis il lui dit, tu sais, d'accord, reprends là où tu en étais, n'est-ce pas? Donc, honnêtement, ses animateurs disaient à quel point Ryan était si, tu sais, professionnel et honnête surtout. Et encore une fois, il avait des preuves. Et que Mike Rogers vienne dire qu'il a parlé à Ryan, mais qu'il n'a pas tenu de tels propos, n'est-ce pas? Or, Ryan, une fois de plus, a apporté des preuves irréfutables que Mike était parfaitement conscient d'avoir dit à Ryan que tout cela n'était qu'un canular. Maintenant, je vais passer en revue quelques faits concrets avec vous ici. Et je crois que je vous ai également envoyé les preuves et les éléments à ce sujet. Mais j'aimerais vraiment le lire et c'est précisément ce que j'aurais tant voulu que Mike soit là pour entendre. Nous avons donc évoqué le 30 avril où il a mentionné avoir un secret à me confier à l'oreille. Bien sûr, j'aurais tellement aimé que Mike soit présent, car s'il affirme qu'il n'a pas avoué de supercherie ou qu'il nie absolument tout ce dont nous avons discuté, alors quel était donc ce secret? J'aurais souhaité qu'il soit ici pour nous éclairer sur cette question. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Quel était donc ce fameux secret, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il s'apprêtait exactement à révéler à Ryan? On dirait bien qu'il l'a fait, mais qu'il a ensuite eu des hésitations, peut-être des remords. Et puis, il faut le répéter. Ryan a clairement fait savoir à Mike, n'est-ce pas, que, premièrement, cette conversation avait bel et bien été enregistrée, et deuxièmement, que Ryan avait l'intention ferme de la rendre publique. Le 8 juin, j'ai fait parvenir par courriel une copie de l'enregistrement audio issu de cette nouvelle session d'enregistrement à Travis Walton ainsi qu'à Mike Rogers. Mon but, en agissant ainsi, était de les prévenir approximativement un mois avant la date prévue que si nous devions collaborer, nous allions procéder à la diffusion de cet enregistrement audio. Parce que c'est vraiment important que les gens, sachant que Mike n'a pas été pris au dépourvu par Slides, il savait que ça allait sortir et nous avons tous collaboré ensemble à sa publication. Je crois que c'est très important. Et à aucun moment du parcours, bien sûr, il n'a mentionné que l'appel était manipulé. C'est donc intéressant. Travis et Mike Rogers étaient tous les deux parfaitement au courant de cet enregistrement, sachant pertinemment qu'il allait être rendu public et à aucun moment Mike n'a dit « Non, ce n'est pas la réalité ». Vous savez, ils se sont même rendus sur les lieux et Mike a décrit à Ryan en détail comment ils avaient mis en scène toute cette histoire à l'endroit même de la prétendue abduction. Le 9 juin, et je peux bien sûr vous montrer tout cela, Travis Walton m'a répondu par email et m'a demandé de ne pas diffuser l'enregistrement audio car cela risquait très sérieusement de détruire 45 ans de son travail acharné et je cite Donc, même Travis était parfaitement conscient de cette situation, n'est-ce pas? Parce que, il faut le rappeler, Ryan collaborait avec Travis pour réaliser un remake du film Fire in the Sky. Et Travis pensait clairement, ça ne va absolument pas être bon pour moi, n'est-ce pas, si cette histoire venait à être rendue publique. Vous savez. Mais encore une fois, Mike, j'imagine, en essayant d'aller désamorcer la situation et d'inventer des histoires sur Ryan, soi-disant, et de faire une sorte de marche arrière, cela ne fonctionne pas du tout parce que Ryan a toutes les preuves pour démontrer que Mike était parfaitement au courant de cette révélation et qu'il savait très bien ce qu'il avait dit et à aucun moment il n'a dit « Je n'ai pas dit que c'était un canular ». Ce n'est absolument pas la vérité. Vous savez, il en était parfaitement conscient et Travis l'était tout autant. Et vous savez, dans ce même épisode de podcast, Mike a complètement modifié son histoire, celle qu'il racontait de la même façon depuis 45 ans et Ryan l'a parfaitement décelé. Juste sur cette interview que vous venez de faire avec lui pour la première fois, je l'ai entendu dire qu'il n'avait même pas vu l'OVNI. C'est une énorme divergence par rapport à ce qu'il a dit ces 45 dernières années. Il le décrit comme magnifique et toutes ces choses. Ça a été intéressant. Il a aussi fait un commentaire intéressant, disant qu'il avait le pressentiment que quelque chose allait arriver. C'est pourquoi il est parti. Et voici le clip dont Ryan est en train de parler. Travis se tenait là, les mains enfoncées dans ses poches, complètement accroupi. Il s'est alors levé et à cet instant précis, je n'ai pas réellement pu distinguer ce qui l'a frappé. Vous savez, j'éprouvais une très forte anticipation, une anxiété vraiment grandissante qui montait en moi de façon palpable. Je savais pertinemment au fond de moi que quelque chose d'imminent et de terrible allait se produire. Alors je me suis immédiatement détourné le regard et j'ai remis le moteur du camion en marche, puis j'ai relâché le frein à main d'urgence. La divergence est que, prétendument, Mike a dit tout ce temps qu'il a vu l'engin et tout ça. Et puis, il change pour dire qu'il n'a jamais rien vu et est parti parce qu'il avait un pressentiment. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas?
Il a complètement changé sa version des faits. Maintenant, Mike est plus âgé, n'est-ce pas? Alors, est-ce juste une sorte de brouillard mental, simplement dû à son âge avancé? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas la première fois que l'on apprend que c'était un canular. Et je n'étais absolument pas au courant de tout cela, pour être franc avec vous, Wizzus. C'est la première fois que je découvre tout ça. Mais apparemment, encore une fois, Mike Rogers, sur son lit de mort, a avoué de nouveau et a reconnu que c'était la vérité, n'est-ce pas? Qu'il avait bien orchestré cette supercherie. Maintenant, vous vous demandez peut-être, d'où cela a-t-il bien pu venir? Steve Pierce a fait cette publication et vous savez d'où est-ce que tout cela est parti? Eh bien, la fille de Mike Rogers avait publié un message sur Facebook en février, au moment où Mike Rogers est décédé. Et pour être tout à fait honnête avec vous, il y a bien plus de signaux d'alarme que cela, vous savez. Car Mike Rogers a également admis avoir orchestré de nombreuses autres supercheries. Alors, entrons dans le vif du sujet. Un grand bravo à Paranormal sur X pour avoir publié ceci et mis en lumière certains des points essentiels, ainsi que d'autres points cruciaux que j'ai découverts et que nous allons aborder. Ceci nous vient donc de Michel de Trusse, qui est la fille de Mike Rogers. Le vendredi 6 février, mon père est décédé. Nous avons célébré ses funérailles ce samedi dernier, le 28 février 2026, à Snowflake, en Arizona. Son nom était Michael Howard Rogers. Il était surtout connu pour son interprétation du capitaine d'équipage dans le film Fire in the Sky, et bien entendu pour son implication dans cette fameuse histoire d'OVNI. Et elle a ensuite déclaré « Mon père désirait avouer plusieurs supercheries qu'il avait mises en œuvre à partir de novembre 1975. Oui, cet incident d'OVNI, l'une des histoires d'OVNI les plus célèbres et les plus médiatisées au monde, n'était qu'un canular. Port Thames and Engperb. Parmi ces dernières supercheries, il y a ce qu'on appelle les Lumières de Phoenix en mars 1997, qu'il m'a expliqué avec beaucoup de détails, y compris la manière dont il a fabriqué l'OVNI sur un grand ranch situé au nord de Prescott, en Arizona, le terrain appartenant à un de ses amis nommé Buford Bell, qui est décédé il y a longtemps. Alors, je suppose qu'il a aussi avoué avoir truqué les lumières de Phoenix. Je dois admettre que c'est vraiment un peu étrange ici, et ça ne s'arrête pas là. Quand je lui ai demandé pourquoi il n'avait rien avoué lui-même, il a dit que c'était parce qu'il était terrifié d'aller en prison, surtout pour le canular des lumières de Phoenix, car l'armée s'était impliquée pour enquêter sur ce qui était clairement perçu comme une menace potentielle pour des millions de personnes. Il a affirmé qu'il n'avait aucune intention de faire survoler son OVNI la gigantesque ville de Phoenix, mais que sa trajectoire prévue était plutôt au-dessus de petites localités où il serait assurément remarqué par quelques personnes vivant à la campagne. Quoi? Piloter son OVNI, je veux dire, ça ne ressemble pas, vous savez, à un homme qui a toute sa tête, qui est bien dans sa tête. En tout cas, le but de ce message est de confesser, au nom de mon père, toutes les supercheries qu'il a menées partout dans le monde de novembre 1975 jusqu'à au moins mars 1997. Cela inclut plusieurs agroglyphes en Angleterre, à commencer par un motif complexe en flocons de neige en 1994. Donc, il prétend aussi avoir fabriqué de faux agroglyphes en Angleterre en 1994. Quoi, encore une fois, ça ne s'annonce pas bien du tout. Il voulait que j'avoue et que je m'excuse auprès du monde pour ces canulars. Eh bien, c'est intéressant. Maintenant, vous vous dites peut-être, eh bien, Patrick, il n'était clairement pas sain d'esprit. Donc, en disant qu'ils avaient monté les affaires Walton, il ne pensait pas correctement, mais il a toujours eu raison. Eh bien, peut-être pas. Peut-être que si vous ne pouvez pas faire confiance à ce qu'il raconte à propos de cette supercherie, eh bien, alors vous devriez simplement ignorer ce qu'il dit sur les canulars. Et peut-être devriez-vous aussi ignorer ce qu'il a raconté à propos de cette soirée-là, n'est-ce pas? Ça fonctionne dans les deux sens. Donc, ça me fait me demander, je ne sais pas ce qui se passe, n'est-ce pas? Mike Rogers a-t-il déjà été un témoin digne de confiance, n'est-ce pas? Il a changé sa version des faits. Le GC de Nelson Charles de Cornezy semblait avoir toute sa tête, non? Mais peut-être que tout ça n'était qu'une ruse pour écarter les autres canulars. Parce que s'il commence à admettre que tout est un canular, alors on se dit « Oh d'accord, il est juste fou, n'est-ce pas? Mais qui sait? » Et il est là, sur son lit de mort, mais les gens prennent les confessions faites sur leur lit de mort très au sérieux. C'est une chose qu'on utilise constamment dans cette communauté. En fait, beaucoup de gens disent que les confessions de fin de vie sont les meilleures, parce qu'ils sont à la fin de leur existence. Qu'ont-ils donc à perdre, n'est-ce pas? Mais ensuite, ils rejettent une confession de fin de vie qui ne leur plaît pas vraiment, n'est-ce pas?
Donc, je trouve cela plutôt intéressant. Je veux dire, quand Astral a posté ça sur Twitter, même Chris Ramsey était intervenu pour dire « Oh, regardez, oui, mais il a aussi avoué ceci, ceci et ceci. Vous savez, oui, mais Chris Ramsey a également affirmé sur Area 52 que les confessions faites sur le lit de mort sont, les plus fiables. » Les confessions faites sur le lit de mort, c'est énorme. Ouais. Pour moi, c'est vraiment la pièce à conviction la plus importante. Bien sûr, c'est la confession la plus crédible qui soit. C'est la plus crédible, vous savez, à moins que vous ne soyez absolument délirant. Pour moi, c'est la chose la plus crédible que l'on puisse jamais entendre d'un autre être humain. Point. C'est quand vous êtes sur le point de quitter cette planète. Avec quoi voulez-vous quitter cette planète? Un mensonge? Exactement. Une blague? Une farce? Une supercherie? Une dissimulation de quelqu'un? Une opération psychologique? C'est tout de même très étrange de laisser quelqu'un avec ça, mais de les laisser avec cette histoire. Oui. Et donc, oui. C'est un peu comme, enfin, ça paraît juste complètement fou, mais les gens racontent toutes sortes de choses insensées. Je ne vois pas en quoi ce serait plus insensé de croire qu'un vaisseau spatial a survolé les fameuses lumières de Phoenix plutôt que d'entendre un type affirmer l'avoir fait lui-même à bord d'un ovni. En quoi est-ce que ce serait plus dingue, non? Je veux dire, je trouve que tout ça est complètement fou, mais je ne fais que le constater, n'est-ce pas? Distinguer la folie dans la communauté ovni est une folie en soi, si vous me demandez, non? Peut-être que ce type a vraiment un ovni, non? Les gens disent qu'il vole en ovni tout le temps et les gens prennent ces histoires au sérieux. Les gens disent « Travis Walton a dit qu'il avait été enlevé par des extraterrestres ». Pourquoi est-ce moins fou, non? En fait, au final, ce dont nous avons vraiment besoin, ce sont des preuves concrètes et nous n'avons eu absolument aucune preuve concernant l'affaire Travis Walton. Et pour être tout à fait honnête, aucune preuve n'a été fournie pour démontrer que Mike Rogers aurait monté toute cette histoire ou que Travis Walton l'aurait inventé, n'est-ce pas? Nous n'avons que des confessions, nous n'avons que des récits, comme toujours. Alors, où est-ce que cela nous laisse? Nous sommes de retour au même endroit d'où nous sommes partis. Je déteste avoir à le dire. On ne sait rien, n'est-ce pas? Donc, tout le monde va juste mettre dans les commentaires ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, leur opinion, et il n'y a rien de mal à ça, mais personne ne connaît les faits, et on se retrouve avec la même chose avec laquelle on se retrouve toujours, qui est juste, vous savez, une carafe d'eau avec un trou au fond, et ça se vide, et on est un peu foutu. Alors, quoi qu'il en soit, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se revoit pour le prochain épisode. N'oubliez jamais, chaque jour est un véritable cadeau. Peace. Hey, mec, j'ai eu 9 observations dans ma vie et elles étaient putain de réelles pour moi et j'ai vu ce que je pensais être le sommet d'un arbre volant le long de l'autoroute alors que je me rendais au travail un jour. J'ai eu pas mal d'observations en me rendant au travail parce que j'étais une conductrice vraiment terrible et j'avais l'habitude de regarder le ciel quand j'ai commencé à travailler. Et donc, pendant que je conduisais, c'était dans le New Jersey, sur la Garden State Parkway, il y a énormément d'arbres et ça semblait prendre la forme d'un arbre. Je pensais que c'était un arbre. Ça ressemblait à, oui, le sommet d'un arbre comme un sapin de Noël et ça volait le long de la circulation. Alors, je me suis rangé sur le côté pour mieux voir parce que ça avait ralenti. Je l'ai rattrapé et il était juste au-dessus de la cime des arbres, là sur le bord de l'autoroute. D'autres personnes ont ralenti avec moi et se sont garées. Elles étaient derrière moi. Je suis allé chercher mon téléphone à ce moment-là et c'était... Il y a très très longtemps, genre il y a une vingtaine d'années, et j'avais un de ces vieux téléphones à clapet, vous savez, un truc vraiment démodé. Et je l'ai ouvert, je l'ai déplié pour l'utiliser, et j'allais prendre une photo de quelque chose, et quand j'ai levé les yeux vers le ciel, il n'y avait plus qu'un tout petit point dans le ciel. C'était là, putain, juste une seconde, et puis c'était parti, disparu. Oui, ça, c'était l'une de ces expériences. Celui-là, quand je me suis vraiment approché, il n'avait plus du tout l'apparence d'un arbre, en réalité. On aurait dit qu'il était en train de se transformer comme des bulles et il avait exactement la couleur des arbres. Alors, je ne sais absolument pas si c'était comme ça depuis le début ou si ça a changé.